Mon point aujourd'hui, c'est de vous parler d'une initiative scientifique qui est à la fois un objet d'étude et aussi un collectif, on va dire, de scientifiques qui se questionnent sur réinventer des nouveaux récits sur la Terre. En fait, on n'a jamais parlé autant de la Terre et une partie des spécialistes de la Terre, qui sont en particulier les géologues, sont complètement absents du débat, pour la raison que, c'est en tout cas mon hypothèse, la manière dont on parle, on enseigne, on raconte la Terre est probablement à revoir. Et donc cette initiative que j'ai eu la chance de vivre au cours de ma carrière s'appelle l'initiative de la zone critique. Et je l'appelle une épopée parce que ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que le début, à mon avis, d'une aventure. J'étais ce week-end, en préparant cet exposé, je me suis dit que c'était la meilleure manière d'introduire mon propos dans un groupement citoyen dans la ville d'Uzès, le Parlement des Liens. Et j'ai co-animé avec un militant d'Hydromonde une discussion citoyenne sur le problème de l'eau, d'accord, dans cette région qui est une région critique, pour le dire comme ça, et sensible parce que dans le réchauffement climatique et compte tenu de la géologie du coin, l'eau va devenir un vrai problème. Et au bout d'une demi-heure, j'ai été très frappé de voir que les citoyens, d'où qu'ils viennent, du milieu associatif, du milieu militant, du milieu de l'administration de l'eau, etc., mettaient en avant des questions ou dénonçaient des états de fait qui m'ont énormément rappelé ce que nous vivons dans le milieu scientifique. Donc je les ai listés ici. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très vite, on s'aperçoit que quand on parle d'eau, nos concitoyens disent que mais oui, mais il ne faut pas oublier les sols et il ne faut pas oublier les arbres, parce qu'avoir séparé en silos des administrations qui s'occupent l'une de l'eau, l'autre des sols, la troisième des nappes phréatiques, etc., c'est ridicule. Voilà, et on avait aussi donc des tas de questions très techniques sur il faut comprendre mieux l'érosion hydrique, donc ça connecte l'eau et l'érosion, la dégradation des sols. Il ne faut pas oublier que l'eau, c'est aussi de la qualité par rapport à la quantité. Et puis, intéressant, cette mouvance dans le groupe qui disait il faut revoir les imaginaires de l'eau. Et donc, quand on m'a demandé d'intervenir, j'étais presque très pas content, parce qu'il n'y a pas de quoi être content, mais en tout cas satisfait de voir que les problématiques que pose une assemblée citoyenne en 10 minutes sont exactement les questions que les spécialistes des sciences de la Terre, de l'eau, se posent. Qu'est-ce qu'un bassin versant? Ce n'est pas si évident que ça. Et on a des agences de bassins, pourtant, qui sont censées régler le problème de l'eau, ou en tout cas en partie. C'est quoi une rivière? Des questions assez bêtes, en fait. Une rivière, ce n'est pas forcément évident à définir, et ce n'est pas le trait bleu sur une carte, certainement pas ça. C'est beaucoup plus dynamique que ça. Qu'est-ce qu'un sol? Le mot sol en français est abominablement polysémique, pardon. Je lis trop les papiers, le journaux le matin. Et très compliqué finalement à définir. Et quand vous voyez cette loi sur la loi sur l'artificialisation nette des sols, qui considère que les sols sont des mètres carrés ou des kilomètres carrés, ça ne dit rien sur leur dynamique et sur la façon dont il faut les animer. Et la science que j'essaye de travailler, c'est une science qui réanime d'une certaine manière la nature. Donc on peut la qualifier d'animiste. J'avais des discussions hier après-midi assez intéressantes. Elle est, oui, carrément animiste. Bref, tout ça pour dire que la Terre à défendre, celle pour laquelle on est là aujourd'hui, nécessite, à mon avis, une redescription. Qui nécessite un vrai travail d'enquête associant non pas que les scientifiques, mais des tas d'autres collectifs. Et ce travail, il faut le faire. Donc, la zone critique de la Terre, c'est une initiative scientifique qui est venue des géosciences américaines. C'est un congrès, c'est un meeting, c'est un comité en 2001 qui a proposé ce terme, en pensant pas du tout que le terme de critique est associé à la notion de soin, de care. C'est une initiative de la NSF qui dit... je vous passe les détails, mais on manque d'une étude systémique du système que constituent les écosystèmes épigés, hypogés, c'est-à-dire ceux qu'on voit et toutes les bactéries et archéobactéries qui vivent dans le sol, entre guillemets, en tout cas sous la surface du sol, et qu'on ne connaît pas bien. Le sol
des agronomes, le sol des géologues, qui s'étend du sol, de la surface du sol, vous voyez un peu comment je m'en mêle les pinceaux avec cette notion de sol, jusqu'aux roches dites saines, ou mer, c'est une jolie expression, ou bedrock en anglais, qui ne sont pas des zones habitables de la planète, puisque dans les roches, sauf les régimes fracturés, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire pousser, on ne peut pas mettre de l'air ni de l'eau. Donc la zone critique qui est mal représentée sur ce diagramme-là, je vais vous montrer une série de diagrammes dont je ne suis pas du tout content, hein, et qui font partie de la réinvention des récits. C'est que ce diagramme, il parle à personne, ce diagramme. Quelques scientifiques dans la salle, mais il faut en changer. Donc la zone critique, c'est une initiative qui dit, essayons d'étudier l'ensemble de ces compartiments que les sciences modernes ont divisés en disciplines universitaires, etc., de manière systémique. Et ce n'est pas qu'une dimension verticale. Voici un autre schéma mauvais, qui est le schéma emblématique de l'infrastructure Oscar dont je m'occupe, qui montre que le sort des populations qui vivent la Camargue dépend du sort des populations qui vivent dans les hautes régions alpines. Tout cela est connecté latéralement, en particulier par le cycle de l'eau, qui est la caractéristique majeure de notre planète, qui est cette espèce de machine alimentée par différentes sources d'énergie, je vais y revenir dans une minute, et qui fait que la surface de la Terre est en mouvement permanent. Et je pense que c'est cette notion de mouvement qu'il faut réintroduire, donner l'impression que ce n'est pas un décor fixe, c'est un décor qui bouge à de nombreuses échelles de temps, à toutes les temporalités, y compris géologiques, et dans lequel nous sommes confinés, condamnés, pour être dire un peu comme ça, à survivre. L'illusion de Mars, évidemment, va bientôt s'éloigner. Cette zone critique, elle relie, d'accord ? Donc elle relie latéralement, verticalement, mais elle relie également les humains entre eux, puisque c'est cette zone grâce à laquelle nous existons, en fait. C'est la zone habitable de la Terre. Nous n'habitons pas le globe, nous habitons sur cette toute petite pellicule à la surface des terres. On peut y mettre l'océan, on peut discuter de ça plus tard, qui est une zone de transformation biophysico-chimique dans laquelle les vivants ont un rôle absolument essentiel, naturellement, qui est une particularité de la planète Terre. Il n'y a pas de zone critique dans le sens où je la décris sur la planète Mars, il n'y en a pas sur la Lune, il n'y en a pas sur Vénus. Elle est donc spécifique de notre planète et elle est issue, et ça c'est vraiment assez contre-intuitif, et c'est assez marrant que ce soit contre-intuitif, de la transformation d'une planète qui, dans la hiérarchie des planètes du système solaire, aurait dû être une planète rocheuse, comme Mars, comme la Lune, mais qui en fait n'est plus rocheuse, ou en tout cas pas partout rocheuse, parce qu'en un certain nombre d'endroits, des transformations qui sont l'objet de l'étude des sciences de la zone critique se sont produites qui l'ont rendue habitable. Voilà. Donc ça, c'est ça le contexte scientifique de cette initiative zone critique. J'ajouterai peut-être deux notions auxquelles je tiens beaucoup. C'est que s'il y a un cycle de l'eau sur la planète qui transforme les roches en quelque chose de poreux, d'habitable, dans lequel on peut mettre de l'eau, de l'air, des vivants, de survivre, c'est parce qu'il y a un cycle de l'eau. Et ce cycle de l'eau est alimenté par deux sources d'énergie fondamentales, qui sont d'une part le soleil, c'est l'énergie à laquelle on pense en premier. Le soleil réchauffe l'océan, provoque l'évaporation, le déplacement des masses d'air atmosphériques qui sont une forme de convection thermique de l'atmosphère, mais également, et ça c'est très important de le réhabiliter, l'activité interne de la planète qui crée les reliefs. Et s'il n'y avait pas de relief, il n'y aurait pas de cycle de l'eau. Si la Terre était plane, la Terre ne serait pas vivable, elle ne serait pas habitable. Donc ça c'est fondamental de réaliser que la vie est coincée à l'interface de ces deux grandes sources d'énergie, complètement dissymétriques, hein. Je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui, on reçoit bien plus d'énergie du Soleil qu'on en reçoit de la Terre, mais qui sont de l'intérieur de la Terre, mais qui sont néanmoins, toutes les deux, absolument nécessaires à l'habitabilité de la planète. Donc ces transformations, je ne vais pas vous en faire l'inventaire, mais il existe tout un tas de processus connus qui transforment la Terre rocheuse en une Terre habitable, ou qui l'ont transformée au cours de son histoire géologique. Mais pas que géologique. Si vous prenez une coulée de lave à l'île de la Réunion, ou les alpages dans le changement climatique, on voit ces transformations se faire à l'échelle d'une vie humaine, hein. Donc il y a toutes les temporalités qui viennent s'associer pour faire de la Terre rocheuse une Terre molle, habitable, douce, on pourrait presque dire, qui est représentée sur ce schéma ici. Donc c'est l'interface entre le cycle de l'eau et les roches.
un dessin que je dois à ma collègue et amie Alexandra Arène, qui dessine beaucoup mieux que moi. La zone critique, voilà, c'est des roches qui viennent du bas, qui se font transformer. Les vivants sont dans la zone critique, hein, d'accord? Les vivants sont une espèce d'excroissance de cette zone critique et de cette zone de transformation. Nous sommes dans la zone critique et elle est formée par le bas, déformée aussi par d'autres processus dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, d'érosion. Elle ne s'accumule jamais. Et là aussi, si la planète avait connu ces phénomènes de transformation depuis qu'elle existe, ou qu'il y a des continents, c'est-à-dire 2 milliards d'années, il y a belle lurette que nous serions recouverts d'une pellicule complètement transformée et qu'on serait asphyxié par cette accumulation des déchets de la transformation. Il y a des mécanismes de réjuvénation. Donc la zone critique, c'est un espèce de tapis roulant. Nous vivons à la surface de la Terre dans une fine pellicule qui est dynamique, qui est un tapis roulant, parce qu'elle est modelée, travaillée par des échelles de temps qui vont quasiment de la seconde pour la reproduction d'une bactérie jusqu'à des échelles de temps qui sont du million d'années. Et si la surface de la planète Terre ne ressemble pas à celle de la Lune, ici, je n'ai pas besoin de vous présenter les deux planètes que vous voyez ici apparaître sur l'écran, c'est parce que ce tapis roulant a constamment réjuvéné la surface de la Terre. Donc la Terre habitable a ceci de miraculeux, qu'elle est en constante régénération, on pourrait le dire comme ça. Juste une slide que je ne vais pas expliquer, c'est encore un mauvais schéma. Mais mes amis géologues de la salle vont reconnaître tout de suite de quoi il s'agit. C'est le schéma emblématique de la tectonique des plaques découverte dans les années 1970. Mais là-dessus, j'ai mis les cycles du carbone, parce qu'on nous parle beaucoup du cycle du carbone. Hier, on en a beaucoup parlé. On a parlé de la compensation. Le mot compensation est un mot qui a envahi nos vies, hein, évidemment. Quand on achète un billet de train, c'est comme si on achetait du CO2. Tout ça se réfère à un cycle qui est le gros cycle vert qui part de la zone critique, qui est le cycle court du carbone. D'accord ? Le fait que l'arnaque d'Air France nous dit on va planter des arbres, si vous prenez l'avion, vous inquiétez pas. Ça, c'est du court-circuitage entre des cycles qui ont des temporalités complètement différentes. Il n'y a pas un cycle du carbone, il y en a probablement une infinité. Et ce que j'essaye de montrer sur ce schéma, que je n'ai pas le temps de développer, c'est que tout ne tourne pas selon le cycle court du carbone. Il y a du carbone qui se fait la malle, il y a du carbone qui fait l'école buissonnière, qui va éventuellement être transformé en humus pour être stocké sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Il y a du carbone qui va se barrer dans l'océan pour donner, au bout de quelques millions d'années, du charbon. Il y en a même qui va finir en diamant dans le manteau. Et j'aime beaucoup montrer cet emboîtement d'échelle, parce que je pense qu'il est vraiment important de décrire que cette zone habitable, elle a cet emboîtement d'échelle. Si vous voulez stocker du carbone pour 100 ans, c'est des arbres qu'il faut faire. Si vous voulez stocker pour 1000 ans, c'est de l'humus qu'il faut faire. Si vous voulez le stocker pour 20 millions d'années, c'est des chiffres, des ordres de grandeur, hein. Il faut faire du calcaire ou du charbon. Si vous voulez le stocker pour 100 millions d'années, il faut se débrouiller pour qu'il soit dans une chambre magmatique. Et si vous voulez vraiment le stocker pour des milliards d'années, ce que Air France aurait intérêt à faire, il faut faire des diamants dans le manteau. Ça prend du temps. Mais voilà, j'insiste sur ces histoires parce que quand même, la zone critique a ceci, à mon avis, de vertueux, qu'elle réintroduit des temporalités emboîtées. Alors, je sais ce que vous allez me dire, j'ai souvent discuté avec des militants qui me disent « mais je fais quoi de vos millions d'années ?» Ce ne sont pas des millions d'années du temps chronos, ce sont des millions d'années de périodes de rotation. Et je pense que c'est une manière de raisonner qui est tout à fait importante. L'idée que le système naturel, le système Terre, existe depuis 4,5 milliards d'années parce que, il est résilient, parce qu'il a toutes ces possibilités de régénération possiblement activable. Voilà, cette zone critique, c'est intéressant, mais une fois de plus, le comité états-unien qui a donné le mot critique, l'adjectif critique à cette zone ne pensait pas du tout à ça. Et les critiques, bah oui, il faut s'en occuper, c'est notre habitat. C'est notre seul habitat. Voilà, nous n'habitons pas la haute atmosphère, nous n'habitons pas le manteau de la Terre, nous n'habiterons pas Mars, ni la Lune. Donc, nous sommes condamnés à nous occuper de cette pellicule habitable, très facilement déstabilisable. J'aime beaucoup citer ce papier, publié en 2018, que vous connaissez, j'espère, qui dit qu'en 2020, la masse des infrastructures humaines a atteint la masse de la biomasse sur la Terre, alors que nous, en tant qu'espèce, nous représentons 0,01%, je crois, de la biomasse. Donc, de dire que l'espèce humaine n'a qu'une action
je vais lancer une pique en direction des géologues, qui est un épiphénomène de l'évolution de la planète, voilà un argument très grand. Oui, un certain nombre de géologues pensent que, oh mais oui, mais d'accord, mais par rapport aux forces de la tectonique des plaques, l'activité des humains, c'est pas grand-chose, et la Terre en a vu bien d'autres. Oui, certes. Et puis aussi rappeler que, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, mais une géologie sans humains n'est pas une géologie intéressante à mon sens. Et c'est une zone en danger, bien sûr, puisque nous la détruisons gentiment, au rythme de 4 fois le taux géologique. C'est-à-dire que le tapis roulant n'est plus vertueux, le tapis roulant est en train de se débobiner. C'est ce que montrent les données, hein, je ne rentre pas dans les détails. C'est l'érosion. Voilà, alors la difficulté de l'étude de la zone critique, comme beaucoup de choses, et hier on a entendu beaucoup de choses là-dessus, c'est que tout a été siloïsé. C'est-à-dire que les disciplines scientifiques, avec le temps, ont évolué, avec leur système de publication. On ne se hasarde pas à publier dans une revue qui n'est pas la revue de notre communauté, parce que de toute façon, on va se faire jeter, avec ce processus de review des papiers qui est absolument horriblement normalisateur, etc. Donc ici, pour m'amuser, je listais l'ensemble des disciplines dont vous pouvez suivre des cursus à l'université, être diplômé, être ingénieur et vous faites de la zone critique, en fait, sans le savoir. Et la vision d'ensemble de ce système, qui a des conséquences très pratiques. Hein. Quelle que sera la ville de Lille ou la métropole lilloise dans son temps, je sais que la température moyenne de l'atmosphère en moyenne annuelle sera de plus quelque chose de degrés. Je ne sais pas quelle sera, à quoi ressemblera la ressource en eau. Je ne sais pas quelles seront la réponse des sols à des changements d'utilisation des terres, etc., etc. Ces prédictions-là, je ne suis pas un modélisateur, hein, mais je pense qu'à un moment, il faut quand même essayer de faire des modélisations pour tester des hypothèses. Cette modélisation-là, elle est infaisable. On ne sait pas la faire. Voilà, ça, c'est des grandes choses. Donc, on met des rovers sur Mars, mais on ne sait pas faire ça. On sait la température moyenne de nos villes, mais prédire Grenoble, parce que Grenoble, c'est une zone importante, compte tenu du fait que les glaciers, qui sont loin de Grenoble, mais quand même soutiennent l'activité de Grenoble, vont disparaître. Voilà. Alors, comment on s'en sort? Donc, cette initiative, elle a des déclinaisons très concrètes. On essaye de mettre au point des observatoires de la zone critique qui sont des lieux. Parce que, si vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, la zone critique, elle est à l'interface d'une complexité géologique et d'une complexité climatique. Par conséquent, ce n'est pas satisfaisant pour un scientifique de dire ça, mais c'est la réalité, il n'y a quasiment pas deux zones critiques identiques. Parce que chaque endroit de la Terre a ses particularités géologiques, climatiques locales, j'entends. Hein. Donc, dans la zone critique, il y a cette idée de la relocalisation. En particulier, pour la science que je pratique et que j'aime, la géologie, c'est une relocalisation de la géologie, qui était partie dans les années 70, dans les grands trucs de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, le terrain n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup faire à nos étudiants, au motif que, d'abord, ça coûte cher, deuxièmement, ils n'ont pas à aller se balader 3 semaines dans les Alpes avec un marteau à la main. Et ça, c'est une grave erreur, parce que la connaissance des lieux commence par une description, un travail d'enquête des conditions physiques, chimiques, biologiques, en particulier la biodiversité, des coins. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais des initiatives internationales se font jour qui visent à mettre au point des observatoires de la zone critique. J'aime bien citer ici cette citation de Bruno Latour, qui nous a pas mal suivis à la fin de sa vie. La tâche de la connaissance cesse d'être celle d'unifier le divers sous la représentation et devient celle de multiplier le nombre d'agents, agencies, qui peuplent le monde. C'est exactement ça le travail qu'il faut faire, ce travail d'atterrissage. Il y a un travail compliqué, hein, et souvent on compare l'initiative zone critique qui sort du laboratoire, qui va vers le terrain, en disant que c'est le mouvement inverse de la science pastorienne du 19e, qui est partie d'une complexité indémerdable du vivant pour emmener, isoler au laboratoire les agents. Un peu un mouvement inverse. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces observatoires, je ne sais pas trop où j'en suis, mais ce sont des lieux, et c'est vraiment ça qui est important, ce sont des endroits où les communautés peuvent se retrouver. Un écologue va discuter avec un géologue. Ça, c'est des amphithéâtres qui sont extrêmement rares à avoir, hein, je vous assure. Ça peut paraître grotesque, mais c'est vrai. Le continuum des sciences expérimentales peut s'y retrouver, mais également, et on voit que ça commence à prendre dans un certain nombre d'endroits, les sciences sociales, qui aiment cette notion de zone critique, parce que d'abord, il y a la dimension critique, il y a la dimension du care,
Et comme je vais vous le montrer, elle a été largement popularisée par les ouvrages de Bruno Latour à la fin de sa carrière. C'est des endroits qui sont construits pour répondre à une question sociétale. Tous, quasiment tous, à la base. Marie-Claire Pierret est dans la salle. Elle dirige un observatoire qui a été créé dans les années 90 pour comprendre la réponse des pluies acides à la forêt vosgienne. Souvenez-vous, à l'époque, enfin, pour les plus vieux d'entre vous, souvenez-vous, à l'époque, c'était le problème majeur, le dépérissement des forêts par les pluies acides. Donc voilà, j'aime bien cette idée des lieux de convergence, hein, des lieux qui relient. Aux États-Unis, un réseau a été financé, qui n'est plus financé aujourd'hui, parce que la NSF a horreur du long terme. Or, nous sommes dans des problématiques qui nécessitent du long terme. Pourquoi ça nécessite du long terme? Enfin, ce n'est pas vous que j'ai à convaincre d'ailleurs, mais on sort mon discours du ministère. Si je veux comprendre toutes les temporalités qui s'emboîtent et qui décident de l'évolution de la zone critique, il faut que je sois capable de les capturer. Et il y a des processus qui sont tellement lents que si je ne fais pas des mesures pendant 40 ans, j'ai aucune chance de jamais les capter. La croissance d'un arbre, ok, je sais faire, je le vois dans la journée quasiment, avec les instruments les plus précis. La dégradation des roches en quelque chose, en argile par exemple, qui libère du phosphore nécessaire pour toute la chaîne du vivant sur la planète, ça c'est des réactions dont les temporalités sont beaucoup plus lentes, et il me faut des instruments, il me faut du long terme, sinon je ne sais pas le quantifier. Alors, OSCAR, c'est donc le réseau des observatoires de la zone critique. En France, on a constitué un réseau, et je m'en occupe avec Isabelle Brault, ma collègue de INRAE à Lyon, qui mettent ensemble des observatoires qui faisaient de la zone critique sans trop le savoir, mais on fait réseau, et ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que l'affaire a commencé. Ça crée du lien. Ici, l'école d'été dans l'observatoire du Stringbar, dont je parlais tout à l'heure, il y a 2 ans. On a une newsletter, on a une page web, ça c'était le côté pub. C'est une couverture globale, hein, grâce à des infrastructures en particulier développées depuis longtemps, grâce à l'Institut de recherche et développement, en collaboration avec les pays du Sud, parce que ne pas oublier qu'il existe des zones plus critiques de d'autres sur la planète, et la bande intertropicale est autrement plus en danger que nos latitudes, par exemple. J'avais un exemple d'observatoire, mais je ne vais pas le prendre, mais juste en un mot. En Bretagne, il y a 3 millions d'humains, il y a 40 millions de poulets, et il y a 10 millions de porcs. Et par conséquent, vous comprenez bien que les déchets de ces vivants-là impactent nécessairement la vie en Bretagne. Et j'avais la description d'un observatoire, mais je passe. Nous sommes embarqués dans une trajectoire également européenne avec le réseau des zones ateliers. Olivier Ragnaud, qui en est le responsable, est avec nous également. Le réseau des zones ateliers est un réseau socio-écologique, donc qui est plus avancé que le réseau OSCAR dans la co-construction des questions de recherche avec les porteurs d'enjeux. Et on va profiter dans les années qui viennent, en tout cas je l'espère, via 2 projets, une trajectoire européenne qui est la création d'un réseau d'observatoires de la zone critique et d'observatoires socio-écologiques, et le PEPR dont on a un petit peu parlé, dont a parlé Nathalie Blanc en ouverture du colloque, qui s'appelle Transform, qui vise à transformer précisément ces manières de faire de la recherche dans des observatoires encore trop loin de la co-construction avec les porteurs d'enjeux. Voilà, ça c'est pour la dimension européenne, je passe. Donc je termine sur les conséquences politiques de ce discours un peu nouveau sur la zone critique, hein, qui ne sépare plus le changement climatique de la biodiversité. Tout ça, c'est la partie émergée d'un iceberg autrement plus important, qui est la dégradation de notre habitat. Et Bruno nous aimait bien, Latour, pardon. J'aime bien citer cette phrase de lui en ouverture d'un catalogue qui s'appelait une exposition qui s'appelait Critical Zone à Karlsruhe en plein confinement. Nous sommes, vous voulez atterrir sur la Terre, oui, pourquoi? Parce que nous sommes au milieu de nulle part, nous allons dans le mur. Comment est-ce là en bas? C'est compliqué. C'est une zone de guerre? Non, non, c'est une zone critique, quelques kilomètres d'épaisseur où tout se passe. Et est-ce que c'est habitable? Ça dépend de votre science. Donc c'est exactement ce dont j'essaie de parler. Est-ce que je vais y survivre? Ça dépend de votre politique. Et dans les ouvrages que Bruno Latour a publiés à la fin de sa vie, il montre en quoi ce concept de zone critique repolitise également, intéressant, repolitise la question écologique. Tout à fait intéressant. Et un projet qui est en cours
de repolissage est le projet Terraforma, qui est un projet de développement instrumental qui vise à mettre au point des capteurs low cost pour équiper des citoyens, des porteurs d'enjeux, etc. Et puis, il n'y a pas de nouveau récit sans nouvelle représentation. Et je n'ai pas le temps, absolument pas le temps de le présenter, mais je voudrais quand même vous montrer, terminer par une jolie représentation de cette nouvelle Terre. Avec Alexandra Arène, architecte, on travaille à de nouvelles représentations de cette Terre qui n'est plus le globe de la conquête spatiale, qui est une zone fine dont il faut s'occuper. Alexandra a retourné la Terre, le globe, dans une autre forme de globe. Peut-être qu'il ne fallait pas en faire un globe, peut-être qu'il fallait en faire une patate. Mais en tout cas, ce qui est maintenant au centre, c'est notre milieu de vie. C'est l'atmosphère, c'est le sol, l'humus, le sol des géologues, les roches, etc. Et voici par exemple le travail d'Alexandra sur un des observatoires Oscar de la zone critique, qui est l'observatoire de Plomeur en Bretagne. Je n'ai absolument pas le temps, d'accord, de vous décrire cette nouvelle carte, mais c'est les cartes dont il faut s'équiper pour parler de cette nouvelle Terre qui n'est plus le globe, qui est la zone habitable. Chacun de ces traits sur ce schéma, joli, est documenté par des chroniques de données de 40 ans. Hein. Donc ce n'est pas fait au hasard et ce n'est pas juste pour faire beau. Il y a derrière vraiment un cumul de connaissances considérable. Voilà. J'ai publié, je fais ma pub là, voilà, un livre l'année dernière qui essaye de décrire ça et les enjeux. Donc je pense qu'on peut dire que la zone critique, c'est un objet hybride au sens où il peut faire se reparler des gens qui ne se parlaient plus, à la fois des sciences naturelles, mais aussi des sciences sociales et humaines, la société, et là il y a un gros travail à faire sur lequel on va travailler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je termine en disant que cette épopée ne fait que commencer et que vous êtes bienvenus.